Est-ce que tout le monde est là? Je suis de retour, oui, tout à fait. Oui. Ouais, bah, Oui. Oui, Oui. oui, on est là. Oui, oui, présent. On est là. personne qui a répondu non, donc je pense qu'on peut y aller. Ok. Donc, on a pu voir. Ok, tout le monde est là. Donc, on a pu voir un peu à quoi ça ressemblait, qu'est-ce qu'on pouvait y trouver et où c'était et sur quels critères. À partir de là, on ne peut pas aller partout, on ne va pas être sélectionné partout, ça prend du temps, ça peut coûter de l'argent et ça fait partie un peu d'une stratégie de financement. Donc, on va parler de ça maintenant et après, une dernière partie sera sur quelques conseils sur comment pour avoir son projet sélectionné et une fois que le projet est sélectionné, comment ça se passe exactement et ce à quoi il faut penser, ce à quoi il faut se préparer. Donc, évidemment, quand vous portez votre projet, vous avez différentes étapes. Bon, là, j'ai un peu résumé le développement et le financement post-production. Et si vous pouviez éteindre vos micros. Et merci. Et, attends, voilà. Et donc, à chaque étape, on a des besoins différents. Par exemple, en développement, j'en ai cité que quelques-uns. Après, chaque projet ont leurs propres objectifs ou besoins. Ça peut être de simples retours, ça peut être des conseils, ça peut être une visibilité ou rendre le projet visible par l'industrie. Ça peut être des partenaires pour le financement, des programmateurs de festivals parce que le film est bientôt terminé, donc il faut penser à la suite ou autre. Mais donc, déjà, il faut pouvoir cibler vos besoins. Encore une fois, certains marchés de coproduction sont plus pour aider au développement, comme Rotterdam. D'autres, comme Venise, sont plus sur le gap financing. D'autres sont sur le work in progress. Donc, en fonction de là où vous en êtes, il est plus utile d'aller à tel ou tel autre marché de coproduction. Ensuite, par contre, ce que vous y gagnerez toujours, c'est évidemment plus de réseaux, des rencontres de gens qui s'intéressent à ce que vous faites, qui veulent le suivre, des gens qui peuvent intervenir ultérieurement ensuite pour une meilleure viabilité de votre film, que ce soit des financeurs, des coproducteurs, des vendeurs, des festivals, des distributeurs ou des plateformes VOD. Vous y apprendrez des choses. Donc, c'est un renforcement de vos connaissances et de vos compétences, forcément. Et ce n'est pas que pendant les séminaires que je vous encourage à suivre pendant ces marchés, même si ça prend beaucoup de temps et d'énergie, parce que c'est là où on peut découvrir des initiatives qu'on ne connaissait pas, des nouvelles, des mises à jour, des choses déjà établies, d'autres réseaux à explorer, voir un peu qui est qui et comment tout ça fonctionne. Et aussi et surtout, vous aurez des retours de professionnels, donc de gens expérimentés sur à la fois votre projet, son contenu, son traitement, ses aspects visuels ou artistiques, mais aussi sur votre stratégie de financement et tout ce qui peut entourer de près ou de loin votre projet. Et ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup et qui est toujours, qui est toujours très important. Et faut garder les oreilles ouvertes et sa curiosité, son esprit ouvert aussi. C'est pas toujours des critiques c'est toujours des retours constructifs d'ailleurs. C'est pour ça que je le souligne ici. Donc ensuite, je vous ai donné une liste de marchés de coproduction. Si vous voulez aller à tous, déjà, c'est impossible. Vous ne serez pas sélectionné à tous. Ça vous prendra du temps pour y postuler. Si vous y êtes pris, ça vous prend du temps. Le résultat ne sera pas forcément utile ou autre.
Et participer à un grand nombre, ça peut coûter cher, surtout bon, en virtuel, c'est un peu autre chose, mais en tout cas, quand c'est en présentiel, même si vous êtes invité, hôtel et avion, il n'y en a pas moins que votre forfait portable va exploser, vous prendrez des taxis, vous dînerez dehors, vous devez aller à l'aéroport, je ne sais quoi, ça coûtera quand même un petit peu de sous, souvent plus que prévu. Ça prend beaucoup de temps de préparation pendant l'événement et ensuite ce qu'on appelle le suivi, enfin le follow-up avec toutes les personnes qu'on a rencontrées, toutes les discussions que ça engage, il faut les continuer, les suivre pour arriver à quelque chose. Ça peut être nocif pour la santé, surtout quand c'est en présentiel, hein, les décalages horaires, vivre dans de l'air conditionné, de l'avion, de l'hôtel, du centre de congrès où a lieu l'événement. On mange un peu sur le pouce, un peu vite. On part pour quelques jours avec encore une fois, parfois des voyages assez longs ou autres. C'est pas terrible. Sur Internet aussi, j'imagine, hein, passer 8 heures devant son écran, je pense qu'à terme, ça aura des incidences sur notre cerveau et nos yeux. Et surtout, ça risque et ça va user le projet. C'est-à-dire que c'est bien qu'il circule sur 1, 2, 3 marchés pour qu'il puisse construire son chemin, se faire voir, être visible, que vous puissiez rencontrer 1 fois, 2 fois, 3 fois les mêmes personnes, parce que c'est comme ça qu'on crée une relation, une collaboration, et que c'est important, encore une fois, pour ce qu'on fait, quand on traite d'émotions et d'humains, d'apprendre à connaître les gens et d'être sûr de pouvoir, et de non seulement vouloir, mais pouvoir travailler avec eux. Mais par contre, c'est un peu comme les tomates à l'épicerie du coin. On veut avoir, si je vais acheter des tomates, moi je vais acheter les tomates d'aujourd'hui et pas les tomates d'hier. Donc si je vais à un marché de coproduction et je vois un projet que j'ai déjà vu il y a 1 an sur un autre marché, ça peut réveiller comme ça une sorte de, inconsciemment, même si ça met plus de temps à pourrir qu'une tomate, hein, un projet, ça met plusieurs années à se construire, alors que la tomate, en 1 semaine, elle est fichue. Mais il faut faire attention à ça et vraiment trouver le bon moment, pas y aller trop tôt, pas y aller trop tard et pas aller à trop d'endroits. Restez vous-même aussi un petit peu sélectif. Bon, après, au bout d'un moment, on va aussi un peu là où on est invité. On n'a pas pléthore de choix non plus. Et il faut savoir aussi que ces plateformes, ça c'est quelque chose qui s'est engagé ces dernières années, deviennent de plus en plus sélectives, dans le sens où avant, aucune d'entre elles n'aurait jamais demandé d'exclusivité et de vouloir être la première plateforme de coproduction à présenter un projet. Ça commence un petit peu à arriver. Certaines plateformes commencent à être assez regardantes sur ça, même si ce n'est pas forcément officiel. Elles commencent à vouloir chercher des exclusivités. Si elle vous sélectionne, elle vous demande d'arrêter d'aller présenter le projet ailleurs, ce qui ne se faisait pas avant. Donc, c'est aussi quelque chose à voir que avant, on pouvait aller un peu partout. Enfin, par exemple, j'imagine que vous savez qu'une fois que votre film est fini, si vous avez été montré à Berlin, vous ne pouvez plus aller à Cannes. Il y a ces histoires d'exclusivité. Avant, pour les marchés de coproduction, on pouvait commencer par un petit marché et finir par un gros. Commencer par Durban et finir à l'atelier de Cannes. Ça va commencer à être difficile de faire ça maintenant. Maintenant, de plus en plus, il faudra faire comme pour les films. On n'en est pas encore là, mais la tendance commence à se mettre en place. Et les programmateurs et organisateurs de ces lieux savent très bien qu'est-ce qui est sélectionné ailleurs. Ils s'invitent les uns les autres à leurs événements. Et chacun sait ce qu'a fait l'autre. Donc, ils sauront si vous avez été à tel ou tel marché. C'est quelque chose qui se saura. Donc, dans tout ça, vous, évidemment, vous devez mettre… chaque stratégie, chaque plan dépend évidemment du projet et du moment. Il faut avoir un plan, même s'il va changer, il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C, etc., autant que l'avenir décidera d'en avoir. Et
et c'est à vous, évidemment, de mettre en place ce plan. Là, je vais vous citer quelques éléments à avoir en tête, à considérer quand vous faites un peu comme ça votre calendrier de marché de coproduction possible sur les 2 ans à venir pour votre projet en fonction de ce qu'il est, de ce qui vous, où vous en êtes, pour pouvoir vraiment choisir les bonnes plateformes au bon moment. D'abord, il faut identifier les partenaires naturels de votre projet. Bon, tous vos projets sont francophones. Donc, un partenaire naturel privilégié pourrait être la France. Après, si par exemple, pour nos amis haïtiens, le Canada, Québec peut-être être plus naturel en fait que la France, parce que le décalage horaire est moins important, qu'il y a une très forte communauté aussi et diaspora haïtienne au Québec et Canada, qu'il y a des fonds auxquels vous êtes éligible, qu'il y a beaucoup de partenaires potentiels, etc. Et que la vie sera peut-être plus simple pour vous si vous travaillez avec le Canada plutôt que la France, par exemple. Pour notre ami qui vit à Liège, peut-être que pour lui, ce sera plutôt la Belgique ou Wallonne que la France, a priori, le partenaire naturel. Donc, c'est des choses qui peuvent évoluer en fonction de là où vous êtes, dans la langue dans laquelle vous travaillez et aussi les spécificités du projet. Est-ce que vous avez besoin d'un acteur anglais? À ce moment-là, il vous faudra un partenaire anglais ou d'autres comme ça, d'autres éléments très spécifiques à votre projet. Le budget aussi, enfin, on a pu voir dans la présentation des marchés de coproduction comme Berlin, c'est un budget de 2 millions minimum. Donc déjà, je crois qu'il n'y a plus qu'un seul projet parmi tous ceux qui sont là aujourd'hui qui est éligible. Les autres ne seront pas éligibles pour la Berlinale. Son état d'avancement aussi, évidemment. J'avais mentionné plus tôt que le cinéma art est plutôt pour des films un peu en amont. L'atelier, il faut avoir 50% des financements. Donc, c'est un peu avant, c'est quand on va boucler le tournage, quand on va boucler les financements, mais avant le tournage. Venise, c'est 70%, donc pas mal des projets ont déjà entamé leur tournage, etc. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à garder en tête en fonction du calendrier de ces marchés et votre propre calendrier, en tout cas prévu, d'évolution des financements, de fabrication et de livraison de votre film. Autre élément important aussi qui est lié à ce qu'on vient de parler, c'est quels sont les fonds accessibles, existants et accessibles pour vous. Bon, vous connaissez tous l'OIF, évidemment, si vous êtes là. J'imagine l'aide au cinéma du monde auquel vous êtes éligible. Donc, un partenaire français devient intéressant. Il y a le World Cinema Fund en Allemagne auquel vous êtes éligible, mais qui a un fonds un peu moins d'argent, où il faut avoir plus de financement sécurisé. Donc, peut-être que le partenaire allemand viendra après le partenaire français. Donc, il faut aussi, ça fait partie de vos devoirs et de votre travail comme producteur, d'aller localiser tous ces financements, de comprendre leur fonctionnement, leurs requêtes et autres pour pouvoir comme ça combiner quelle coproduction vous pouvez imaginer dans ce puzzle et dans quel ordre. Et avec ça, bon, travailler sur votre stratégie. J'espère que vous arrivez à me suivre. Peut-être que je suis un peu confus, mais dites-moi si vous avez une question ou autre à tout moment. Encore une fois, tous ces marchés, ils peuvent avoir des spécificités de territoire. Donc, bon, ça fait partie des critères d'éligibilité, ou les genres, hein, si vous faites de l'animation, vous êtes éligible à Venise, à Cannes, mais aussi à Annecy, ce qui n'est pas le cas pour les autres. La ligne éditoriale de ces marchés de coproduction, qui est souvent, encore une fois, qui a la même texture un peu que ce que peut avoir le festival auquel il est lié. Pour ça, il faut voir les éditions précédentes, aller sur le site Internet, il y a toujours les archives avec les projets sélectionnés les années précédentes, des news sur qu'est-ce qu'ils sont devenus, dans quel festival ils ont été sélectionnés et tout ça. Donc, si vous regardez, vous verrez qu'il y a tel ou tel projet qui
sous certains aspects, a des similitudes par rapport aux miens en termes de contenu artistique ou autre. Autre point important, c'est qui participe à ces marchés. Est-ce que c'est plutôt des Européens? Est-ce que c'est plutôt d'autres Africains? Est-ce qu'il y a des Canadiens, par exemple? Enfin, je crois que c'était notre ami sur le projet haïtien qui mentionnait le Canada. Pour beaucoup de marchés de coproduction en Europe, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y aura beaucoup de Canadiens. Par exemple, à Rome, je pense qu'ils ne sont pas très nombreux. Ils seront nombreux ils seront nombreux à Berlin et à Cannes, mais pas nécessairement à Rotterdam. Donc ça peut être aussi comme ça un enjeu. Si pour vous, c'est vraiment impératif d'avoir un partenaire canadien, certains marchés européens sont plus utiles que d'autres. Et après, peut-être pour ces projets, ouais. Alors, et aussi, est-ce qu'ils ont plus de vendeurs? Enfin, certains projets n'ont quasiment que des vendeurs ou que des producteurs, et vous avez besoin d'un vendeur ou autre, donc ce n'est pas là que vous le trouverez. Et ça, généralement, il y a aussi sur leur site internet et leurs archives des listes de gens qui ont participé les éditions précédentes pour vous donner un ordre d'idée. Est-ce qu'il y avait des télévisions? Est-ce que Arte il donne un prix ou autre? En parlant de prix, quel est le degré de visibilité que peut donner ce marché? Par exemple, si vous êtes sélectionné au marché de coproduction de Rome, la visibilité sera moins forte que si vous êtes à Berlin. Si vous êtes à Annecy, vous serez très visible, mais uniquement dans le monde de l'animation. Si vous êtes à Marrakech, vous serez visible, mais uniquement de la population de l'industrie qui s'intéresse à ces territoires, etc. Tous n'ont pas le même degré de visibilité. Bon, Cannes en donne un énorme, mais à la fois noyé dans un grand tout. Et il faut faire attention aussi au prix, je pense. Par exemple, pas mal, si on obtient le prix Arte à tel ou tel marché de coproduction, Arte donne pas mal de prix au marché que j'ai cité un peu en amont. Par exemple, à Rotterdam, à Marrakech, à Durban, ils en donnaient un, ils ont arrêté. Évidemment, si vous mettez dans votre dossier, quand vous l'envoyez pour une demande de subvention à un autre marché de coproduction et que vous mettez que vous avez eu un prix Arte dans la couverture de votre dossier, c'est quand même un plus indéniable. La personne qui recevra ce dossier, il prêtera forcément un peu attention en se disant, bon, déjà, il était sur ce marché, ça veut dire qu'il est intéressant, mais en plus, il a eu tel ou tel prix. Ça veut dire comme ça, il y a eu plusieurs couches de gens soi-disant experts qui ont dit que c'était intéressant. Donc, ça mérite d'y porter une attention un peu particulière. Et aussi, bon, participer et postuler à tous ces marchés, ça peut avoir des coûts. La traduction, par exemple, de votre dossier en telle ou telle langue, ça a un coût. Et à chaque fois, s'il y a des mises à jour, à chaque fois, il faut le refaire. Il y a un graphiste peut-être que vous allez utiliser certaines images dont vous devez avoir les droits. On va vous demander de faire un vidéo pitch. Donc, il va peut-être falloir qu'un monteur travaille pendant une demi-journée sur votre truc, etc. Et aussi un coût humain où c'est du travail de faire un dossier. Il n'y a rien de pire que d'envoyer le même dossier à tout le monde. C'est quelque chose qui se voit tout de suite et qui joue en votre défaveur. Le dossier doit vraiment être travaillé, doit être un peu adapté à qui vous l'envoyez. Donc, c'est du boulot. Que l'on soit pris ou pas, c'est toujours du boulot à postuler. Et une fois que le projet est sélectionné, on va voir un peu plus tard, ça demande aussi un peu d'investissement et quelques heures de travail, quelques jours de travail même. Sans parler des déplacements. Bon, aujourd'hui, on est dans cette parenthèse sanitaire, mais le monde redeviendra à une normalité. En tout cas, on ne peut que l'imaginer. Et tous ces voyages, c'est beaucoup de temps quand même, et du temps de récupération aussi. Et ensuite, avec toutes ces informations et votre propre calendrier de financement, fabrication, le plan que vous avez fait, le calendrier de toutes ces plateformes auxquelles vous êtes éligible, les différentes deadlines pour postuler ou autres, à vous de travailler comme ça. Voilà, un échéancier reliant les marchés de coproduction les plus adaptés à vos besoins.
et comme ça aussi le rétro-planning de vos besoins aux différentes étapes. Évidemment, je ne vous donne pas de recette miracle. Personne n'en est capable, je crois, pour mettre en place une bonne stratégie de financement, coproduction et marché, tout ça étant lié, parce que c'est spécifique à votre projet et ça demande pas mal de temps et je pense que ça doit venir de vous, en fait. C'est vous qui la mettez en place, c'est vous qui la vivez après. Alors, quand on a fait toute cette stratégie et qu'on sait à quel marché de coproduction on veut postuler, donc il faut savoir que pour quasiment tous, il y a un appel à projet qui est fait, qui encore une fois, et j'insiste là-dessus, qui est clôturé plusieurs mois à l'avance. Donc, faire très attention à ça. Il ne faut pas seulement avoir en tête la date de l'événement, mais ce qui vous concerne aussi, c'est la date de deadline de dépôt de projet, qui est généralement, bon, par exemple, là, il y a quelques trucs qui se sont terminés il y a une semaine ou qui se terminent dans un jour ou deux, dans ce qu'on a parlé plus haut. Si vous leur envoyez un mail aujourd'hui ou demain en leur disant « Ah, je veux vous envoyer un truc, est-ce que je peux avoir une semaine de rab pour pouvoir vous l'envoyer ?» A priori, ils vous diront oui, hein, mais il vaut mieux le faire avant la deadline de cette demande qu'après. Et c'est toujours un petit peu extensible, mais il faut être vigilant. Alors, qu'est-ce qui est généralement demandé dans ces dossiers? C'est un peu toujours la même chose, hein, même si encore une fois, je vous conseille vraiment de l'adapter à chaque fois. Déjà, la première page, de ne pas mettre Cinemart Application si vous l'envoyez à Berlin, parce que la personne qui va le lire va mal le prendre. Et en tant que lecteur de certains de ces marchés, c'est que, enfin, je l'ai déjà remarqué, je me dis, oh, le travail, c'est pas très sérieux. Alors, du coup, on a du mal à prendre la proposition au sérieux, même si c'est juste une étourderie. Alors, bon, un synopsis du projet. Hein, je vous donne tout ça, après c'est indicatif, chaque marché a ses propres demandes, mais généralement, c'est dans ces eaux-là. Le plus souvent en anglais, et parfois en français aussi, ou en d'autres langues, mais généralement c'est en anglais, hein, tout ce dont je vais parler maintenant. Un traitement ou un scénario, traitement au moins 15-20 pages minimum, hein, pour qu'on ait une idée un peu précise du déroulé de l'histoire. Note d'intention de la réalisatrice ou réalisateur, productrice ou producteur. Les deux sont séparés, les deux sont importants. Biofilmographie des deux porteurs principaux du projet, donc évidemment réalisateur, réalisatrice et producteur, productrice principale, ce qu'on pourrait, enfin, pas forcément déléguer, parce que ça c'est les financements à la fin qui le décideront, mais la personne qui est avec vous depuis le début, quoi. Et un descriptif de la production déléguée, quels sont un peu les films qui ont été déjà faits, coproduits ou produits, et sur quel festival ils ont été présentés. Un plan de financement, oui, je pense que c'est important de faire apparaître ce qui est acquis et ce qui est en attente ou ce qui sera bientôt demandé, des liens envers les œuvres antérieures du réalisateur ou de la réalisatrice, court-métrage, documentaire, peu importe. Mais c'est important de pouvoir voir le travail de la personne, de l'auteur ou de l'autrice en amont pour pouvoir se décider. Et si c'est un work in progress, si le film est en post-production, montage, c'est bien d'avoir un pré-montage, même de 10 minutes, une ou deux scènes assez fortes comme ça qu'on veut mettre en avant. Pour bien préparer son dossier, attention aux traductions. Faire très attention. On peut avoir envie de faire des économies sur ça parce qu'on va faire 4, 5, 6 dossiers dans l'année. À chaque fois, ça va coûter 4, 5, 600 euros ou dollars ou je ne sais quoi pour le faire. Donc, soit on le fait soi-même, parfois on le fait avec Google Trad, ce qui est encore pire. Mais il faut faire très attention parce que les personnes qui sélectionnent ces projets, ils en lisent plein dans la journée. Ils ont un temps très court pour en ingurgiter plein. Donc, c'est à vous de faire en sorte que ce soit plaisant à lire et que le projet donne envie. Donc, s'il est mal traduit, qu'il y a des choses qui ne sont pas très compréhensibles,
ça ne peut que jouer en votre défaveur. Et ça peut arriver que la personne arrête de lire le projet, quelle qu'en soit la qualité et son intérêt, juste parce que la traduction n'est pas très bonne et que c'est trop pénible, c'est trop incompréhensible. Et donc, ça demande du boulot et un petit peu d'investissement financier quand même, parce que la plupart d'entre vous, j'imagine, vous écrivez en français ou autre, et pas nécessairement en anglais. Donc, ça veut dire que tout le matériel précité doit être fourni en anglais. Et si vous faites une demande dans 6 mois et que le traitement ou le scénario a changé, ça veut dire une nouvelle traduction. Et c'est de l'argent perdu si le projet n'est pas sélectionné. Tous ces documents qui ont été mentionnés, il faut aussi les mettre à jour. On ne peut pas envoyer un plan de financement d'il y a 6 mois, alors que depuis, on a eu l'aide au cinéma du monde. C'est quand même une information importante qu'il faut donner. Pareil pour le synopsis, si l'histoire a changé, il faut mettre à jour le synopsis, il faut mettre à jour le traitement, il faut mettre à jour le scénario, et pas négliger les notes de réalisateurs et producteurs. C'est vraiment important, c'est là où on peut faire sortir la note de producteur, c'est là où on fait sortir par exemple la stratégie, que c'est bien réfléchi, que vous êtes professionnel, que vous savez de quoi vous parlez, que vous êtes personnellement investi dans le projet, que vous avez une longue collaboration avec le réalisateur, que c'est tout à fait naturel pour vous d'être là, et aussi pour le réalisateur de pourquoi il veut raconter cette histoire, quelle est cette genèse, sous quel angle, quelle approche visuelle, sonore, comment il va travailler avec les auteurs, qu'est-ce qui le touche, qu'est-ce qu'il veut passer à l'audience. Tout ça, c'est des informations primordiales, tout autant que l'histoire. Si vous utilisez des visuels, des photos, pour ce que je vous encourage, évidemment, c'est du cinéma, donc on ne peut pas avoir que du texte, mais il faut faire très attention, qu'il soit de très bonne qualité et qui raconte même un peu une histoire ou donne une atmosphère, qui n'en ait pas trop, qui soit bien choisi, que tout ça soit équilibré. Si des fois, c'est des sortes de patchwork de plein d'autres films différents qu'on reconnaît. Donc, c'est très perturbant, je trouve, personnellement, pour moi, à chaque fois, de voir des images d'autres films pour parler de son propre film, parce que c'est d'autres visions pour essayer d'expliquer la sienne. Mais si par exemple les paysages sont vraiment importants dans votre film, de désert, de montagne, de rivière, je ne sais quoi, avoir des belles photos avec un beau cadre qui donne comme ça un peu une sorte d'atmosphère. C'est des choses qui peuvent être très utiles. Et évidemment, soigner la présentation, faire en sorte, encore une fois, que ce soit un objet agréable, votre application, que ce soit plaisant à lire et plaisant à regarder, que ça donne envie. Et voilà, et que le titre il soit en première page, parce que parfois on reçoit des projets, le titre il est en 10e page. Enfin, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit quand même bien présenté, c'est important. C'est pas c'est pas des documents qu'on envoie à la volée quand même. C'est un projet de film qu'on défend. Donc tout rassembler dans un beau PDF, mettre un petit peu en page, mettre des visuels au bon endroit, etc. Je pense que c'est un travail qui va vous demander du temps, qui peut être un peu pénible à faire, mais qui rajoute 20% de valeur ajoutée, entre guillemets, en tout cas, qui peut que jouer en votre faveur. Bon, vous avez envoyé votre dossier. Il s'est passé quelques mois pendant que le comité de sélection le lit, et paf, vous recevez votre lettre d'invitation. Alors, vous êtes content, c'est super. Vous allez pouvoir participer, vous allez pouvoir rencontrer plein de gens, mais ça veut dire aussi qu'il y a une nouvelle étape de travail à faire aussi, un peu de préparation à faire. Déjà, comme encore une fois, par exemple, si c'est la Fabrique Cinéma du Monde, à Cannes, vous avez postulé en novembre, et là, ça se passera en mai, et c'est disons, fin mars qu'on va vous demander des mises à jour pour le catalogue. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous mettiez tout à jour, parce que depuis novembre, vous avez peut-être eu un financement de plus,
le film, vous avez un coproducteur de plus, ou vous avez confirmé tel ou tel acteur ou actrice, ou vous avez eu tel fonds d'aide au développement à tel endroit, où il y a eu des changements au niveau de l'histoire, etc. Donc, il faut tout remettre à jour. Faut tout refaire, enfin tout refaire. Non, on ne repart pas de zéro, mais il y a tout à remettre à jour et à retraduire une nouvelle fois en anglais. Et aussi, bon, on va vous demander, on va vous envoyer comme ça un questionnaire pour le catalogue de présentation des projets. Donc, on va mettre ce que vous donnez. Donc, ça aussi, c'est du boulot. Il faut que le synopsis il soit bien écrit, il faut qu'il fasse envie. C'est quelque chose, ça a l'air évident, mais honnêtement, si vous regardez sur pas mal de marchés de copro, quand on lit les synopsis, je trouve que parfois, il y a des lacunes. C'est un vrai exercice d'écrire un synopsis, de dévoiler assez d'histoires sans tomber dans le détail, sans devenir fastidieux, de créer du désir, de la curiosité, d'être drôle si c'est un film un peu drôle, d'être dramatique si c'est un film un peu dramatique, etc. Et c'est donc c'est souvent plus de travail que l'on le pense. Et ce catalogue, ça va être le premier contact que tout le monde va avoir avec votre projet. Donc, c'est important que ce contact soit positif. Donc, quand on vous envoie ce questionnaire pour le catalogue, il y a au moins quelques jours, il y a 1 à 2 jours de boulot derrière pour que ce soit vraiment bien. Je vous encourage aussi à contacter l'équipe organisatrice et leur demander la liste des participants, ce qu'on appelle le Who is Who ou l'Industry Guide, et de passer à travers cette liste, d'aller voir sur IMDb, Sinando ou Google ou je ne sais quelle base de données, voir qui est qui fait quoi. Et si certaines sociétés, vous pensez que c'est vraiment, ben là, ce producteur canadien, encore une fois, il faut vraiment que je le rencontre. N'hésitez pas à envoyer une demande. Ils sont là pour ça, hein, c'est pour ça que j'insiste, aux organisateurs de l'événement, en leur donnant comme ça entre 5 à 10 noms de personnes que vraiment vous avez envie de rencontrer parmi leurs participants. Ils feront de leur mieux pour vous mettre en lien pendant les one-to-one. Si vous envoyez une liste de 30 personnes, ils ne pourront rien faire parce que ça devient trop. Donc, il ne faut pas en demander trop, il faut qu'il soit adapté à vos besoins et que ce soit réaliste aussi. Par exemple, quand je travaille pour Marrakech, Netflix est partenaire du festival. Donc, on a une personne de Netflix qui participe au marché et on a Netflix comme logo, en gros, en première page du catalogue. Donc, évidemment, tout le monde nous demande un rendez-vous avec Netflix, mais c'est irréaliste. En fait, c'est Netflix qui choisit avec qui ils veulent discuter. Donc, on se retrouve comme ça avec 50 demandes pour rencontrer Netflix, mais on n'arrive jamais à organiser un de ces rendez-vous où les gens de Netflix, quand on leur demande, nous disent non, c'est bon, on se débrouillera plus tard. Donc, bon, après, ça ne te coûte rien de demander, hein, mais bon, parfois, ça ne marche pas forcément. Quelque chose aussi, surtout si c'est votre premier marché de coproduction, c'est de vous entraîner, le producteur et réalisateur, à comment vous allez présenter, défendre le projet, qui répond à quel type de questions. Bon, généralement, le réalisateur ou la réalisatrice va parler de tout ce qui est histoire, approche artistique, casting, toutes ces choses-là, et le producteur va parler de financement, de post-production, de coproduction, d'échéancier de fabrication ou autre, mais après, certains, ça peut être interchangeable, ou en tout cas être sûr d'être sur la même longueur d'onde et être sûr de parler de la même chose. Ça m'est déjà arrivé de voir des rendez-vous où l'un contredit l'autre, ou non, je suis pas enfin, si jamais pendant un rendez-vous, le producteur ou le réalisateur dit à l'autre « Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi », enfin, je veux dire, c'est mort, c'est fini. La personne en face, elle referme le dossier et elle s'en va. C'est quelque chose qui est inconcevable. Donc, et ça peut être juste un petit malentendu ou autre, mais c'est quelque chose ça se prépare. Et ça se prépare tout simplement en discutant, hein, en fait, entre producteurs et réalisateurs. Bon, là, je marque, c'est de plus en plus, surtout dans ce monde virtuel, on demande de faire un vidéo pitch, et je vais en parler un peu juste après, où
on demande justement aux producteurs et réalisateurs de s'exprimer, de défendre le projet sur des petites vidéos qui sont mises en ligne ensuite. Sinon, ça se fait dans un monde normal, en présentiel. Ça se fait aussi en public beaucoup. La plupart des marchés que j'ai précités auparavant font ces pitchs publics. Et là, vous êtes debout avec un micro, producteur-réalisateur, devant un auditorium de gens assis. C'est assez impressionnant. C'est un peu stressant. On a le trac. On a un peu les mains qui tremblent. Il ne faut pas s'en faire hein, parce qu'on parle de son projet, on parle de soi. Donc, c'est quelque chose que vous maîtrisez quand même. Et là aussi, c'est quand même important ce ping-pong et cette harmonie qu'il peut y avoir entre le producteur, le réalisateur, qui présente qui dit quoi, à quel moment, etc. Et montrer que c'est une vraie collaboration, qu'il y a une harmonie qui existe. Sinon, enfin, maintenant qu'on est cette année encore, au moins pour un an, je pense, en virtuel, évidemment, s'assurer qu'on a une bonne connexion Internet, ça peut sembler bête, hein, mais enfin, ça arrive souvent. Hein, s'il y a des bugs ou quoi, l'expérience devient vraiment pas terrible. Bien s'identifier quand on se connecte. Par exemple, là, je vois iPhone de Simon. Je pense que c'est mieux, ou Aldabra Film, c'est bien quand on se connecte à ce type de plateforme de bien mettre son nom et son prénom pour qu'on sache qui a affaire à qui, etc. C'est tout bête comme ça, mais c'est pas pour rien qu'on a des accréditations en visuel quand on est en vrai, avec nos petits badges et tout ça. Donc ça, c'est une forme d'accréditation, donc bien s'identifier. Et oui, faire attention aux horaires et au décalage horaire. Parce que, par exemple, avant, je vous ai montré un planning. Quand on est dans ce monde virtuel, votre projet est sélectionné et on va vous envoyer un planning avec les liens, où cliquer, à quelle heure. Il faut bien comprendre que c'est le planning à l'heure du lieu où il est censé être organisé. Donc, si on est, enfin, c'est tout bête, hein, mais ça a déjà généré des problèmes. En plus, il y a des pays qui changent d'heure et d'autres qui ne changent pas d'heure. Enfin bon, c'est un truc qu'il faut toujours vérifier. Et du coup, l'agenda qu'on vous envoie, il faut le mettre à votre propre horaire. Bon, parce que si vous avez raté des rendez-vous à cause de ça, c'est vraiment bête. Alors, je vous ai parlé du pitch auparavant. Bon, je crois que vous faites une formation, un nom, Enrico, contredis-moi si je me trompe. Oui, je pense que tu peux survoler le pitch en disant à quel point c'est important, mais on ne va pas rentrer dans une formation. D'accord. Donner trop de. Surtout que je pense qu'il y a beaucoup de questions. Ok. Et, ouais, bon, j'avais mis parce que c'est un des éléments forts, un des moments forts du marché de coproduction. C'est là où vous allez créer le désir hein, aussi. Les gens auront lu le catalogue, certains auront demandé des rendez-vous, mais souvent le pitch va générer des nouveaux rendez-vous parce que les gens vont vous découvrir, vont découvrir votre énergie, vont comprendre certains aspects du projet qui n'apparaissaient pas en texte pur. Donc, c'est extrêmement important. Et bon, là bon, encore une fois, vous aurez le PDF de la présentation avec tout ça. Donc, en effet, je vais pas. Enfin, là, c'est quelques conseils par rapport aux vidéos pitch, mais ça dépendra des plateformes. Chacune peut avoir son propre cahier des charges. Là, vous aurez une liste de choses auxquelles penser ou à faire ou à ne pas faire. Une liste un peu de ce qui doit être dit, mais là bon, je vais passer rapidement parce que le pitch, ça serait presque une demi-journée en soi de le travailler. Bon, une fois que vous avez fait le pitch, vous avez ce qui sont ces one-to-one meetings, tous ces rendez-vous individuels avec des partenaires possibles. Et donc, bon, si les rendez-vous sont entre 10h et 18h, vous aurez un planning, 10h, 10h30, je vois Enrico de l'OIF, 10h30, 11h, je vois tel producteur allemand, 11h, 11h30, un vendeur anglais. Et là, après, pendant une heure, je n'ai pas de rendez-vous. Après, j'ai un autre. Enfin, bon, comme ça, ce planning qui me sera donné par l'organisation de l'événement.
Et toutes ces demi-heures, donc, vous allez rencontrer ces personnes différentes. Vous allez répéter une partie, évidemment, certaines choses doivent être répétées à chaque rendez-vous, hein. Mais bon, premièrement, tous ces rendez-vous seront a priori en anglais. Je ne sais pas quel est votre niveau respectif d'anglais à chacun, mais dès qu'on rentre dans la coproduction internationale, on se retrouve nécessairement à parler en anglais. On ne demande pas d'être bilingue, ça peut être ce qu'on appellerait un anglais d'aéroport, donc un anglais un peu simplifié. Il y a quelques mots techniques ou de l'industrie, memo deal, minimum guarantee, work in progress, ou des choses comme ça qu'on apprend, hein. C'est rien de bien compliqué ou de fastidieux, mais ça sera en anglais. Et pendant ces rendez-vous, il y a comme ça souvent une série de questions qui remontent un peu ou qui sont un peu redondantes, qui reviennent régulièrement et auxquelles il faut savoir répondre d'une manière ou d'une autre, pour montrer que vous y avez réfléchi, que vous avez un plan, que vous savez où vous allez. Et si vous ne savez pas, il faut aussi savoir l'assumer et dire, pour le moment, on n'a pas de réponse à ça, mais on est en train d'y travailler, on doit parler avec telle ou telle personne. Enfin, avoir des réponses sans mentir, en fait. Je pense que les gens ont des bons détecteurs par rapport à ça. Donc, bon, de quoi parle le film? Et là, on ne parle pas c'est l'histoire de Roméo et de Juliette. Non, c'est l'histoire d'un amour impossible dans tel ou tel contexte. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut entendre cette question. Où vous en êtes en termes d'écriture ou de fabrication? Premier draft, un premier brouillon, vous êtes très avancé? Est-ce que vous êtes une résidence? Est-ce que vous allez y rentrer? Est-ce que vous en avez fait une? Est-ce qu'il y a un co-scénariste? Est-ce que vous avez besoin d'un consultant de tel ou tel territoire, de telle ou telle langue, de telle ou telle expertise? Si vous faites un polar, par exemple, peut-être vous allez avoir besoin d'un consultant qui connaît bien le monde de la police et du crime pour résoudre telle ou telle question. Enfin, c'est des choses comme ça à travers cette question. Quel est le budget du film? Donc, est-ce que c'est 500 000? Généralement, ça sera c'est le dollar ou l'euro quand on parle de ces chiffres-là. Les gens connaissent pas nécessairement, on connaît tous plus ou moins quelle est la conversion de notre monnaie, enfin bon, surtout pour moi en tant qu'Européen, mais la conversion de notre monnaie avec l'euro ou le dollar, c'est bon, le rand sud-africain, je le connais moins bien ou autre, enfin du coup, donc quand on vous demande un chiffre ou un plan de financement ou un budget, il faut le donner généralement en euros ou en dollars. Quel est le budget, son montant, où vous en êtes du financement. Et ce qu'on appelle le recoupment plan, c'est bon, si c'est que des subventions ou s'il y a s'il y a des gens à rembourser, quelles sont les promesses déjà faites, les histoires de couloirs de remboursement, tout ça. Et c'est lié à quelle est la structure de coproduction, donc quel type de coproducteur vous avez, quel type de coproducteur vous cherchez et pourquoi, quel est le langage, quelle sera la langue du film en termes de pourcentage, la nationalité des acteurs ou des techniciens que vous avez déjà embarqués dans l'aventure, quels sont les lieux de tournage. Et ça, c'est des questions un peu techniques ou qui peuvent paraître anecdotiques, mais c'est parce que beaucoup de coproducteurs, surtout en Europe, il faut cocher quelques cases pour pouvoir être éligible à tel ou tel fonds. Et aussi les histoires de dépenses liées aux aides que l'on peut avoir. Par exemple, l'aide au cinéma du monde, 50 à 80% doivent être dépensés en France. Donc, est-ce que certains acteurs sont censés être français dans le film? Parce que moi, en tant que coproducteur français, je peux les faire rentrer dans mes dépenses et du coup, ça me rend éligible à tel ou tel fonds.
Si vous avez un co-scénariste français, je peux peut-être aller voir la SACEM ou je ne sais quoi, ou des trucs comme ça. Et pareil pour les lieux de tournage, est-ce que ça peut être déménagé à tel ou tel endroit? S'il y a du studio, par exemple, le studio, on peut le faire n'importe où dans le monde. Donc peut-être que ça pourrait se faire au Luxembourg, à Montréal ou à Johannesburg, je ne sais quoi. Si vous devez tourner 10 minutes, c'est un film sur l'immigration et à la fin, il arrive à Paris ou en France. J'ai pas trouvé, j'ai un coproducteur luxembourgeois intéressé, mais peut-être que ces 10 minutes, en fait, je pourrais les tourner au Luxembourg et faire en sorte que ça ressemble à Paris. Enfin, c'est des choses comme ça. C'est des questions importantes pour ça aussi qui ne sont pas nécessairement artistiques, qui sont liées à l'artistique, mais qui sont en fait purement de l'ordre. Enfin, ce sera des questions du producteur pour que lui puisse cocher les bonnes cases et comme ça lui cartographier à quel fonds il peut avoir accès ou pas. Bon, quel est un peu votre échéancier? Quel est votre plan en termes de l'échéancier de développement, de fabrication et quand est-ce que vous pensez livrer le film? Quand on a fait les présentations au début en début de notre conférence, la plupart d'entre vous, vous étiez assez clairs hein, sur le delivery date. Vous avez quasiment tous donné une date de livraison, ce que je trouvais vachement bien. On demande de plus en plus aussi quelle est l'audience de votre film, pour qui il est. Il ne faut surtout pas répondre tout le monde, hein, c'est pas vrai. C'est un film plutôt auteur, donc ça sera, si c'est un film auteur en Europe, c'est plutôt pour un public féminin, 40 ans et plus, éduqué. Si c'est de l'animation, si c'est un truc pour adultes en animation, ça va être compliqué. Donc est-ce que c'est plutôt pour enfants? La série sur le crime qu'il y a eu, est-ce que c'est plutôt est-ce que c'est de par son traitement, est-ce que c'est un peu action et du coup plutôt homme, ou est-ce que c'est plutôt sur le côté thriller psychologique et donc plutôt un aspect, enfin, un public peut-être un peu plus féminin? Est-ce que c'est beau, en fonction de la langue aussi, ça risque de diminuer les territoires possibles? Si le film est en anglais, évidemment, il y a plus de possibilités. Mais il faut comme ça avoir un peu une idée, même si elle est encore un peu vague, quels peuvent être les territoires qui peuvent être intéressés par votre film et à l'intérieur de ces territoires, quel type de spectateur. Et ça sera très utile pour le partenaire potentiel parce que lui, s'il va aller voir une télévision, cette réponse la télévision dépendra de cette réponse. Je ne peux pas aller voir Arte avec un gros film commercial ou un film pour enfants, etc. Donc, et avant, on s'en fichait, on disait oh, je fais mon film et puis je trouverai le public qui va avec après. Mais ça devient compliqué aujourd'hui de réfléchir comme ça. Et de plus en plus, il est nécessaire et demandé d'avoir cette réflexion sur le public de son film et même pas mal par exemple, le Torino Film Lab, je suis en train de lire en ce moment des scénarios justement pour leur atelier et on demande, alors que les projets sont en fin de développement, début de financement, on leur demande quelle est la stratégie marketing pour le projet. Et donc ça veut dire avoir identifié au moins des cibles primaires de public et avoir réfléchi à comment les atteindre. Et ce n'est pas genre juste, oh, je vais l'envoyer à Cannes et puis j'aurai un vendeur international. Ça demande un peu plus que ça comme travail. Et du coup, ça, bon, ça a été mentionné. Avec l'audience vient la stratégie de marketing. Si par exemple votre film, la série qui parlait de la violence faite aux femmes, bon, il y a de plus en plus avec tout ce qui est MeToo, etc., comme ça, des réseaux qui se sont créés, des hashtags ou autres comme ça qui donnent, qui ouvre une voie pour communiquer, sur lesquels s'appuyer pour pouvoir un peu communiquer auprès d'un public intéressé, concerné sur son film. Donc, tout ça, c'est des choses à avoir en tête parce qu'on peut commencer à communiquer sur son film avant qu'il soit fait. Ça peut même être utile en termes de financement. Est-ce que la post-production peut être splittée, c'est-à-dire partagée entre différents pays. Là aussi, c'est des histoires de dépenses et d'accessibilité au fond. Hein. C'est un peu comme les histoires de nationalité ou de lieu de tournage. Et aussi, bon, là aussi, par rapport à l'accès à des financements ou à des territoires,
quelle position en termes d'acteurs, de techniciens ou autres peuvent être importés, entre guillemets, d'un autre pays. Ça, c'est un peu les questions habituelles et fréquentes, hein, mais après, elles varieront, mais celles-là, elles vous seront posées. Une fois qu'on a fait tous ces rendez-vous, ces one-to-one, on rentre à la maison quand on est venu en avion ou on éteint l'ordinateur quand on était en virtuel et on va faire sa vaisselle et les courses et chercher les enfants à l'école. Et après, le lendemain, le surlendemain, l'affaire n'est pas terminée, encore une fois. Ces marchés de coproduction vous ont seulement mis en contact. Le projet a été présenté à des gens, les gens intéressés vous ont rencontré pendant une demi-heure ou plus, mais voilà, après, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Vous avez rencontré entre 10, 30, 50 personnes, et il faut faire un tri. Il faut repenser, il faut prendre des notes, hein, quand on fait tous ces rendez-vous, de qui a dit quoi, qui était intéressant ou pas. Faire une sorte de tri comme ça sur toutes les personnes qu'on a rencontrées, qu'on trouve intéressantes, les recontacter après, leur dire ah, mais j'étais ravi de vous voir, on a eu une conversation vraiment enrichissante, est-ce que je sens que vous comprenez ce qu'on veut faire, j'aime bien ce que vous avez fait, tout ça, tout ça. Voici la dernière version du scénario, un lien vers le film précédent. La personne va regarder ça, va vous renvoyer des retours sur le scénario, par exemple, en disant « Ah, je trouve que ça, c'est vachement bien, mais tel ou tel personnage, tel ou tel truc, ça peut peut-être être travaillé. Enfin, ça, je n'ai pas compris. Ça, je trouvais ça vraiment bien. » Et ces retours, il faut les regarder avec minutie. Est-ce que ça apporte quelque chose vraiment? Est-ce que c'est dans la lignée, dans la même sensibilité que ce que vous voulez? Ou est-ce qu'ils veulent juste transformer le projet et l'amener vers quelque part qui ne vous plaît pas? Et à ce moment-là, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Une fois que cette conversation est engagée, commencez à négocier, qui fait quoi, partage des responsabilités, commencez à négocier le mémo deal, le contrat, les demandes de subvention, les dossiers, les trucs, les traductions. Enfin, et là, vous rentrez dans la coproduction et c'est une autre histoire et il y a encore d'autres types de travail. Mais tous ces, grosso modo, faire le suivi de ces marchés de coproduction, le travail ne s'arrête pas une fois que vous avez fait les rendez-vous. C'est quand même chronophage, ça prend du temps. Ça peut avoir un coût, enfin de moins en moins, on est à l'ère du virtuel, on envoie tout par PDF. Et aussi, il faut être réaliste, hein. Vous allez avoir 30 rendez-vous. Si à la fin, vous signez avec une personne, c'est vachement bien déjà. Tout ça pour dire que la route est longue, en fait, dans la coproduction et ces marchés de coproduction. Beaucoup, en présentation au début de cette conférence, disaient « Ah, je suis là pour voir pour trouver de l'argent. » Ah, je pense que je n'ai pas répondu à cette question. Non, vous allez sortir de cette conférence, vous ne savez toujours pas où trouver de l'argent. Par contre, moi, je vous ai indiqué le chemin où aller pour rencontrer des gens qui pourront vous donner cet argent. Mais encore une fois, cette route va être longue et sinueuse et tortueuse. Enfin, voilà. Je pense que je suis allé à peu près au bout. Évidemment, il y a toujours plein d'autres choses à dire. Mais maintenant, c'est à vous de me poser des questions, me faire des remarques ou il y a peut-être des choses que j'ai oublié de mentionner. Merci Enrico. Bravo Lucas, merci beaucoup. Vous êtes vraiment invités à poser plein de questions sur ce que Lucas n'aurait pas couvert, même s'il a vraiment fait une présentation très fouillée et extensive. Ceux qui, en revanche, ne veulent pas poser leurs questions publiquement parce qu'elle est extrêmement secrète, peuvent me demander en message privé un rendez-vous avec Lucas. Il reste encore une place. Et on fera au mieux, éventuellement faire des rendez-vous plus courts pour que chacun puisse lui parler. Mais je vous laisse poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Denis. Moi, j'avais une petite question technique.
et une un peu plus large. La question technique, c'est que j'ai repéré par exemple que par rapport à l'identité du film sur lequel on travaille, il y a un partenaire à Montréal qui me semble intéressant. Et à Montréal, on parle français. Ce que ça veut dire quand même là, même s'ils parlent français, il faut envoyer des dossiers en anglais. Ah, si vous contactez directement la personne, le producteur que vous mentionnez, je pense que là, vous envoyez le dossier en français. À une époque, il y avait un marché de coproduction à Montréal, dans le film de genre aussi qui était lié à Frontières. Je pense qu'il aurait fallu envoyer le dossier d'application, il aurait fallu l'envoyer en anglais à l'époque. Mais si vous contactez évidemment enfin, parce qu'il s'agit, c'est deux choses différentes de contacter un partenaire potentiel, un producteur, un individu et un organisme comme un marché de coproduction qui va faire toute une sélection, etc. Mais pour répondre à votre question, le coproducteur de Montréal, a priori, il est francophone, encore que il y en a qui ne sont pas, c'est pas sûr. Donc, il faut quand même vérifier avec lui avant. Est-ce que vous le préférez en français ou en anglais? Si c'est en français, je vous l'envoie tout de suite. Si c'est en anglais, il faut que je le traduise. Mais après, bon, il y a certains marchés de coproduction qui sont, bon, par exemple, Marrakech, c'est au Maroc. Le Maroc, c'est un pays francophone. Le français est une des langues officielles du pays, quoi qu'il en soit. Et donc, par exemple, là-bas, on demande anglais et possibilité d'envoyer en français aussi. Je pense qu'à Bruxelles, ça sera la même chose, mais une fois sélectionné, tout doit être généralement le catalogue derrière, il sera en anglais, hein. Donc, par la suite, il faudra envoyer le matériel en anglais. Je peux peut-être enchaîner juste avec ma dernière question. Bien sûr. Oui, alors c'était par rapport à la notion des partenaires naturels. Bien que vivant en Belgique, il n'est pas si naturel que ça par rapport au sujet du film d'aller aux institutions belges, parce que ce film se tourne en Afrique, à Lubumbashi. Donc, vous voyez que c'est parfois plus compliqué bien que sûr. ça n'a l'air. Là où je suis résidé, en fait, j'ai pratiquement pas la possibilité de présenter parce que ça dépend du sujet du film. Bien sûr, non, enfin, bien sûr, ouais, j'entends bien que chacun a une spécificité, mais vous avez la nationalité belge? Oui. D'accord. Mais d'origine congolaise. Ouais, mais vous avez un passeport belge? Oui. Ouais, et ben ça veut dire que le scénariste est belge et le réalisateur du film est belge. Donc, quand il y a comme ça un test culturel pour certains fonds, vous avez déjà plusieurs points de cocher. Donc, même si le film se tourne, c'est dans quel pays il se tournerait dans quel pays? République démocratique du Congo. D'accord. En RDC, même si le film se tourne en RDC, si par exemple la post-production se fait en Belgique, que certains acteurs sont aussi belges, même s'ils sont d'origine congolaise, bon, voilà, comme vous, scénariste, réalisateur belge, post-production belge, ça peut vous donner accès à certains financements belges, ce qui ne serait pas le cas si vous n'aviez pas ce passeport. Et du coup, ça peut rendre Après, évidemment, je prends des raccourcis et ce n'est pas forcément vrai ce que je dis, ça peut dépendre d'autres détails. Mais c'est vrai qu'un partenaire naturel, le plus souvent, c'est par exemple si vous devez tourner dans un autre pays où un acteur doit nécessairement être d'un autre pays, à ce moment-là, c'est naturel d'avoir un partenaire de ce pays. D'accord. Et si c'est les tribulations d'un Français en RDC ou d'un blanc français en RDC, c'est naturel d'avoir un partenaire français sur le projet. Ou si c'était une japonaise, par exemple, une tribulation d'une japonaise en RDC, ça peut être intéressant. Eh ben, ça sera assez naturel pour vous d'avoir un coproducteur japonais. Et sinon, pour aucun d'entre vous ici, c'est naturel d'avoir un coproducteur japonais. Mais dans certains cas, ça pourrait l'être. Et après, il y a pas nécessairement. Et après, vous êtes tous éligibles à l'aide au cinéma du monde, mais la France n'est pas nécessairement un coproducteur naturel pour tous. D'accord. Merci. Je crois qu'on avait une question de Nadine, non? Nadine, active ton micro.
Ok, donc bonjour. En fait, vous n'avez pas parlé des fonds en Afrique à part le Yaoundé Lab, parce que là, je vois le fonds SIC et les différents fonds en fait qui sont en Afrique à part ceux que vous avez, à part votre listing en fait, ce que je veux dire, Hmm, dans le FOPIPA aussi. ouais. Voilà. Ben, parce que je suis censé parler des marchés de coproduction. En fait, c'est vrai que j'ai pas parlé des fonds, ni européens ni africains, si ce n'est ceux qui sont liés d'une manière ou d'une autre avec des espaces comme ça de rencontres et de mise en avant des projets. C'est pour ça, enfin, par exemple, le Yaoundé ne finance pas, je